Bonjour à tous, je vous propose d'explorer la première carte mentale du chapitre sur la neuroanatomie qui porte sur les deux premiers paragraphes, à savoir les dualités du système nerveux et le système nerveux autonome. Voici la carte mentale en question avec ses 10 branches et donc comme je viens de le dire, nous allons nous intéresser à ces deux premières branches. Commençons avec les dualités du système nerveux. Donc une première dualité que nous avons envisagée, c'est la dualité système nerveux central, système nerveux périphérique, qui correspond à une dualité qu'on peut qualifier de topographique, puisque associée au lieu du système nerveux. Deuxième dualité, la dualité système nerveux sensoriel ou afférent et système nerveux moteur ou efférent, qui fait référence donc à des sens de circulation des informations de la périphérie vers le centre pour le système nerveux sensoriel et du centre vers la périphérie pour le système nerveux moteur. Et enfin, une dernière dualité, la dualité système nerveux somatique, système nerveux autonome. Donc ces deux points, on les avait mis en lien également avec les notions évoquées dans le premier chapitre, à savoir le fait que le système nerveux va avoir un rôle dans la coordination entre les cellules du corps et puis un rôle dans l'autonomie motrice. Donc le système nerveux somatique, on peut dire donc qu'il s'agit d'un système nerveux qui va présider aux réactions qui concernent le milieu externe et donc à la vie de relation. Si on schématise les choses simplement, on peut dire que les extérocepteurs, les récepteurs sensoriels tournés vers le milieu extérieur, vont lui amener des informations qu'il va pouvoir traiter et il va pouvoir agir sur l'environnement, dans l'environnement, via les muscles striés squelettiques. Ce système nerveux somatique, on le qualifie parfois de système nerveux volontaire, mais comme nous l'avions évoqué, il est loin d'être uniquement sous contrôle volontaire. Le système nerveux autonome, lui, il préside aux réactions au milieu interne, donc il s'occupe de la vie végétative, c'est-à-dire la vie des organes du corps. Là aussi, si on schématise, on peut dire que les interocepteurs, c'est-à-dire les récepteurs sensoriels tournés vers l'intérieur du corps, vont lui amener des informations qui vont lui permettre d'agir sur cette vie intérieure, sur cette vie des organes, à travers une action sur les muscles lisses et le muscle cardiaque. Et nous avons dit que ce système nerveux autonome peut être qualifié de système nerveux involontaire. Bien sûr, j'avais insisté sur le fait que toutes ces dualités sont des façons d'envisager le système nerveux, et si on évoque à nouveau cette dernière dualité, un système nerveux somatique et système nerveux autonome vont pas mal s'enchevêtrer. Nous allons donc nous intéresser au système nerveux autonome. Donc je zoome davantage sur ce point. Donc ce système nerveux autonome est constitué par des voies sensorielles ou afférentes qui sont tout simplement des voies sensorielles qui vont amener des informations qui proviennent essentiellement des organes. On peut les qualifier de voies viscérosensibles. Ce qui ne veut pas dire que les structures qui vont traiter les informations sensorielles et qui appartiennent au système nerveux autonome vont uniquement traiter des informations en provenance des viscères. D'autres informations, bien sûr, peuvent être aussi prises en compte. Toujours est-il que toutes ces informations sensorielles vont aboutir au niveau de réseaux de neurones situés dans le système nerveux central. Ces réseaux de neurones, on peut les qualifier de centres, qui vont intégrer toutes ces informations. Alors parmi ces centres, on évoque souvent l'hypothalamus ou encore le tronc cérébral, qui sont des structures qui vont pouvoir effectivement réaliser des intégrations, différentes intégrations qui vont aboutir à la formation d'ordre moteur, lesquels vont être transportés par les voies motrices ou efférentes. Concernant ces voies motrices ou efférentes, il existe deux voies motrices ou deux voies efférentes qui vont avoir des actions antagonistes. Donc concernant, si on compare avec le système nerveux somatique, là il n'y a qu'une seule voie efférente. Là, pour le système nerveux autonome, il y a deux voies efférentes. Donc, il y a les voies qui correspondent au système nerveux orthosympathique et celles qui correspondent au parasympathique. Donc, le système nerveux orthosympathique, c'est un système nerveux qui s'occupe des actions qui concernent le court terme, plus exactement donc la survie, non pas à long terme, mais à court terme. Et donc c'est un système qui va, pour s'inscrire dans cette survie, alors je précise ici c'est pas long mais à court terme, le système nerveux orthosympathique va mobiliser l'énergie disponible dans le corps et c'est en cela qu'il va préparer à l'action.
Typiquement, pour évoquer ces actions, on peut dire que l'orthosympathique va, par exemple, contribuer à augmenter le rythme cardio-respiratoire et il va avoir une action inverse sur la digestion puisqu'il va diminuer la motricité ou motilité digestive. Ce système orthosympathique, il est constitué donc d'une chaîne de 2 neurones. Ça aussi, c'est une particularité. Donc, dans cette chaîne, le premier neurone est appelé le neurone préganglionnaire ou protoneurone. Son soma est dans le système nerveux central, quelque part donc dans la moelle thoracolombaire, c'est-à-dire qu'on va en trouver des neurones préganglionnaires sur toute la longueur de la moelle thoracolombaire. L'axone de ce neurone préganglionnaire est myélinisé et le neurotransmetteur utilisé est l'acétylcholine. Le deuxième neurone de la chaîne est lui tout entier dans le système nerveux périphérique. Son soma se trouve dans un ganglion. C'est du reste pour ça qu'on l'appelle donc poisoganglionnaire ou d'autoneurone. C'est le deuxième neurone de la chaîne. Son soma est donc dans un ganglion et ce ganglion, pour ce système nerveux orthosympathique, eh bien, se trouve à proximité de la moelle épinière. L'axone de ce neurone n'est pas myélinisé et les neurotransmetteurs qui l'utilisent sont la noradrénaline et l'adrénaline. Concernant le système nerveux parasympathique, lui, il s'inscrit dans les actions du long terme et donc dans la survie à long terme. Ça veut dire qu'on est face à un système qui va essentiellement s'inscrire dans la restauration de l'énergie quand il y a une dépense et dans le maintien du bon état et du bon fonctionnement de l'organisme. Donc en cela, il va privilégier des fonctions qui s'inscrivent dans le long terme. Ça veut dire que le rythme cardio-respiratoire va pouvoir être diminué, il va l'être par ce système. Au contraire de l'orthosympathique, on est sur un système qui va pouvoir davantage se centrer sur la digestion en augmentant par exemple la motricité ou motilité digestive. Ce système nerveux parasympathique est lui aussi constitué d'une voie à 2 neurones. On retrouve les mêmes dénominations pour ces neurones. Le premier neurone est le préganglionnaire ou protoneurone. Lui aussi, pour le parasympathique, a son soma dans le système nerveux central. Par contre, les localisations sont différentes. Tandis que pour le système orthosympathique, la localisation était dans la moelle thoracolombaire. Là, la localisation est soit à la base de l'encéphale, dans ce que l'on appelle le tronc cérébral, soit au bout de la moelle épinière, dans ce que l'on appelle la moelle sacrée. L'axone de ce neurone préganglionnaire ou protoneurone est myélinisé et le neurotransmetteur qu'il utilise est l'acétylcholine. Le deuxième neurone de la chaîne est le postganglionnaire ou deutoneurone. Son soma se trouve dans un ganglion, donc comme c'était le cas pour les voies orthosympathiques. Par contre là, ce ganglion n'est pas à proximité de la moelle épinière, au contraire, il en est éloigné. En revanche, il va être proche du coup de l'organe qui va être ciblé. Et donc, ce deuxième neurone a un axone qui n'est pas myélinisé et le neurotransmetteur utilisé est l'acétylcholine. Alors, on peut ajouter concernant donc ces voies motrices ou efférentes, je le rajouterai avec une accolade, le fait que finalement ces deux ensembles de voies motrices, orthosympathiques et parasympathiques, vont agir sur des muscles qui sont les muscles lisses et le muscle cardiaque. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite de cette carte mentale.